Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors je ne vous apprendrai rien si je vous dis que de plus en plus de gens posent sur les réseaux sociaux des photos et parfois même des photos assez dénudées. Et c'est ce que nous allons évoquer avec Samuel Comblaise et notamment une question qui mérite d'être posée. Jusqu'où le droit à l'image d'un enfant appartient à ses parents ? Alors je me souviens avoir milité il y a déjà quelques années contre les Miss, les mini-Miss. Vous vous souvenez, vous savez, ces parents qui instrumentalisaient leur petite fille pour en faire une reine de beauté. La loi est passée et tant mieux, parce que c'est vrai que ça devenait un petit peu too much, comme on dit. Samuel Comblaise, donc, voudrait aborder cette nouvelle loi qui souligne la responsabilité des parents qui ne disposent pas d'un droit absolu, et il va nous expliquer exactement de quoi il en parle dans un instant. Et puis donc, les enfants ne pourront plus être exposés n'importe comment et à n'importe quel âge avec leurs photos sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, on pourra également évoquer les dérives de nombreux ados qui, pour se faire remarquer, aujourd'hui n'hésitent pas à faire circuler des photos de plus en plus dénudées qui ensuite vont rester sur la toile parfois pendant des années. L'image, ça devient de plus en plus la norme. Est-ce qu'il ne faudrait pas pour autant quand même respecter une certaine intimité, être un petit peu plus responsable justement de ce qu'on diffuse sur les réseaux sociaux? Je vous propose de témoigner, de réagir sur ce sujet. Venez nous dire ce que vous en pensez. Et pour ça, bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Samuel Comblaise. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, vous êtes spécialiste de l'enfance et de l'adolescence et notamment directeur des opérations de l'association e-enfance avec un E, bien sûr. Et donc vous allez nous en expliquer un petit peu plus sur cette loi qui a déjà passée à l'Assemblée nationale. Qui a été adoptée à une large majorité à l'Assemblée nationale, qui va passer très prochainement au Sénat. Et peut-être en guise d'introduction, rappeler que chaque jour, il y a plus de 300 millions de photos qui sont échangées sur les réseaux sociaux tous les jours. 300 millions, c'est énorme. Dans le monde. Dans le monde, oui, exactement. Et parmi celles-ci, évidemment, beaucoup de photographies d'enfants avec malheureusement des dérives, et notamment l'appropriation de ces photos par des gens malveillants et pour dire les choses telles qu'elles sont, par des pédophiles. Ça peut être ça, une des mauvaises utilisations. Et au-delà de cette mauvaise utilisation, ça peut être aussi, je dirais, la possibilité pour les enfants de ne pas contrôler dans l'après-coup leur image, puisque leurs photos, une fois qu'elles sont sur Internet, elles leur échappent, leur nom est associé à ces photos et elles peuvent ressortir à tout moment. Et parfois, les parents ne se rendent pas compte justement de l'impact de ces photos pour ce qu'on appelle la e-réputation, donc la réputation en ligne des enfants. On considère aujourd'hui aussi, en termes de chiffres, que 1300 photos sont publiées en ligne avant l'âge de 13 ans. Donc chaque enfant aurait 1300 photos diffusées sur lui avant 13 ans. C'est incroyable. C'est énorme, exactement. C'est énorme. Ça fait partie des chiffres d'ailleurs qui ont initié justement cette loi dont on va parler. Par an, quoi. Exactement. C'est une étude britannique qui l'a révélé. Alors après, on peut discuter des chiffres, mais en tout cas, par mois, c'est invraisemblable. Et quand elles sont cumulées, effectivement, ça fait beaucoup. On a même, pour anecdote, parfois, on raconte que des photos, même avant que l'enfant soit né, sont déjà diffusées sur Internet, des échographies, etc. Donc on voit l'intrusion de l'image, justement, sur Internet et l'impact que ça peut avoir dans la vie de l'enfant. Quand on était plus jeune, nous, on nous apprenait que notre corps nous appartenait. Je pense qu'aujourd'hui, il faut expliquer aux enfants que leur image leur appartient et l'expliquer aussi aux parents, parce que dans un premier temps, évidemment, ce sont les parents qui vont diffuser ces photos et encore une fois, il faut en garder une certaine maîtrise. Alors vous l'avez dit, le député Bruno Studer, qui est très dynamique sur ces questions justement de protection de l'enfant sur Internet, a proposé une loi qui a été vraiment adoptée à une large majorité. Et cette loi, elle propose d'introduire dans la définition de l'autorité parentale la notion de vie privée. C'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais c'est très peu abordé dans la loi, justement, cette notion de vie privée. Et l'idée, c'est de souligner auprès des parents l'importance de protéger leurs enfants, notamment au travers de diffusion de photos et de vidéos, et de considérer que c'est tout aussi important de protéger leur image que de veiller à leur sécurité physique, à leur sécurité morale, etc., etc. Ce que dit la loi aussi, c'est que le droit à l'image de l'enfant doit être exercé par ses deux parents, parce que ces dernières années, sur le numéro 3018, dont on parlera un petit peu
peu plus tard, on est amené à recevoir des victimes de violences numériques et on entend souvent des parents nous dire, bah voilà, on est séparés, mon mari ou mon ex-mari diffuse des photos de mes enfants sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Le problème, c'est que on se parle pas forcément, on est en froid, on est en conflit et donc on n'arrive pas à arbitrer. Le problème, c'est que je vois bien que ça crée évidemment un désagrément pour mes enfants. Eh bien, aujourd'hui, la loi va pouvoir intervenir et un juge pourrait éventuellement aussi prendre position si effectivement l'un des deux parents peut montrer que la diffusion de ces photos porte un préjudice à l'enfant. Et donc tout ça c'est nouveau. Alors cette loi elle est aussi je trouve intéressante parce que souvent on fait des lois pour interdire, pour contraindre, etc. Là cette loi elle se veut vraiment pédagogique. Elle veut transmettre un message. Bien évidemment on va pas dire aux parents vous n'avez pas le droit de diffuser des photos de vos enfants parce que c'est la liberté de chacun évidemment. Cette loi elle sert juste c'est déjà beaucoup, à interpeller les parents et à dire surtout faites attention. Bien sûr diffusez des photos de vos enfants si vous en avez envie, mais faites-le dans un cadre qui soit protégé, peut-être pas forcément en public sur les réseaux sociaux ouverts à n'importe qui. Je le dis souvent à votre antenne, 5 milliards de personnes se connectent tous les jours sur Internet, donc ça fait autant de mauvais utilisateurs potentiels. Et l'idée, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, Internet s'est introduit dans nos vies quotidiennes et qu'il faut aussi penser à la façon dont les enfants sont mis en scène. Et la première des mises en scène, elle est faite par les parents. Et donc l'idée, c'est de prendre un petit peu de recul, de veiller à qui on envoie ces photos et puis de se dire que l'enfant, une fois qu'il aura 18 ans, il va récupérer cette responsabilité qui est déléguée, je dirais, aux parents jusqu'avant sa majorité. Mais une fois qu'il devient majeur, il faut qu'on lui confie une espèce d'héritage de cette représentation au travers de ces photos dont il soit fier et qui soit digne pour lui. Mais plus précisément, Samuel Comblaise, quels sont les excès? Bon, on imagine bien que si certains pédophiles profitent des photos un peu dénudées pour en faire par exemple la pub pour un circuit de pédophilie, c'est terrible. Je pense qu'il y a peut-être aussi les photos ou les situations un peu cocasses, l'enfant qui tombe, etc., qui peut à ce moment-là être ridicule et poser problème à l'enfant. Avec ses camarades ou plus tard. Ouais. C'est de ça dont exactement, c'est tout à fait ça. Exactement. C'est pour ça que je parlais de dignité. Et c'est vrai que de poster des photos d'enfants, il y avait un moment un challenge, je ne sais pas si vous vous souvenez, où l'idée c'était de lancer sur le visage d'un nourrisson des morceaux de fromage, vous savez, qu'on met dans les hamburgers et qui font très facilement. Bon, ça n'amuse que les adultes, hein, évidemment. L'enfant n'est pas du tout amusé de ça. C'est humiliant. Et c'était très humiliant, effectivement. Et ça fait partie des challenges un peu idiots contre lesquels il faut évidemment je dirais lutter pour pouvoir faire en sorte qu'un enfant puisse encore une fois arriver dans sa vie numérique sans avoir honte des images qui ont été postées à la place, par ses parents. C'est aussi, je trouve, de réfléchir à tout cela, un modèle que l'on doit transmettre aussi à nos enfants, parce que à un moment ils vont s'approprier les réseaux sociaux quand ils vont grandir. À partir de 13 ans, un enfant peut s'inscrire sur un réseau social avec l'accord de ses parents, et à partir de 15 ans de manière totalement autonome. L'idée, c'est aussi de lui dire que, et ce avant 13 ans, que son image, il faut qu'il en fasse une bonne utilisation, qu'il soit prudent encore une fois, la manière dont lui-même va se mettre en scène. Et donc, je dirais que d'avoir déjà en tant que parent les bons réflexes, la bonne façon de diffuser ces photos, c'est aussi transmettre un message éducatif important pour les enfants. Moi, j'ai toujours tendance à dire que on n'élève pas un enfant en lui parlant, on élève un enfant en lui montrant. Ce qu'on appelle l'apprentissage vicariant. Donc, si vous êtes vous-même, je dirais, des porteurs d'une vie privée respectueuse de vos enfants, les enfants vont, je dirais, de manière assez naturelle et douce, continuer se protéger parce que vous-même, vous leur aurez appris ça dès le plus jeune âge. Mais le problème, je vais être un petit peu choquante exprès, mais pour qu'on comprenne bien, c'est qu'il y a quand même beaucoup de parents aujourd'hui pour qui l'enfant est un peu un trophée et que donc, évidemment, comme c'est formidable, c'est narcissiquement extraordinaire d'avoir cet enfant, on le montre à tout le monde. Et là, c'est un vrai phénomène de société aussi, contre lequel il faut lutter. Alors, c'est difficile évidemment d'empêcher, encore une fois, c'est pour ça que cette loi, elle ne cherche pas à dire il ne faut pas. Elle sert juste surtout à interpeller, parce que c'est un sujet dont on parle très très peu en fait. Mais comment on va la faire connaître, cette loi? Parce que nous on en parle très bien, mais pour l'instant, si vous ne m'en aviez pas parlé, j'étais pas au courant. Justement, c'est pour ça que merci en tout cas. C'est pour ça que l'association e-Enfance existe. C'est aussi pour ça, je vais faire une petite parenthèse sur le 3018, puisque le numéro de l'association e-Enfance, justement,
justement et sert aux gens comme vous, aux parents, aux professionnels, aux ados qui auraient besoin, aux enfants même, qui auraient besoin d'en connaître plus sur cette loi. Sur le 30-18, vous avez des psychologues, des juristes, des spécialistes des réseaux sociaux qui connaissent justement ces nouvelles lois, parce qu'on parle de celle-ci aujourd'hui, et il y en a d'autres qui sont en train de faire l'actualité du numérique actuellement. Et ces écoutants, ils vont pouvoir justement faire un acte de pédagogie, expliquer justement, et puis une fois que la loi est traduite, c'est aussi donner aux parents la capacité de mettre tout ça en acte. Qu'est-ce que je dois reprendre comme attitude? Est-ce que je dois avoir une meilleure conduite? Exactement. Par rapport à ça. Exactement. Et donc de 9h à 23h, tous les jours de l'année, sans aucun jour d'arrêt, les écoutants peuvent vous répondre, vous écouter et vous aider à prendre votre place en tant que parent dans la vie numérique de vos enfants. Bon, là, ce ne sera que 2 heures, mais en tout cas, vous pouvez appeler le 0826 300 300 pour demander des précisions à Samuel Comblaise si justement vous avez envie de respecter l'intimité de vos enfants. On fait une petite pause, c'est Randall qui nous rejoint dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Samuel Comblaise, directeur des opérations de l'association e-Enfance. Et évidemment, on rappelle ce numéro, le 3018, l'aide aux victimes de violences numériques. C'est ce dont on parle aujourd'hui avec vous, bien sûr, et avec Randall. Bonjour Randall. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Comblaise. Bonjour Randall. Alors vous êtes sexothérapeute et vous avez envie de réagir par rapport justement à la sexualisation des réseaux sociaux, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait, parce que évidemment, on peut parler aussi de la dérive pédophile, et c'est clair, ça existe malheureusement, mais il y a aussi, comme l'a dit très bien Monsieur Comblaise, la irréputation des jeunes. Et je parlais de ça parce que j'ai un couple en thérapie qui a abordé ce sujet-là, hein, entre autres avec d'autres difficultés, mais justement une adolescente de 13 ans qu'ils ont surpris il n'y a pas très longtemps en train de se prendre en photo sur TikTok pour le compte du petit copain en fait. Ils ont demandé 13 ans, 13 ans, ils ont demandé à récupérer le téléphone, donc ça a créé une dispute, la petite est partie en crise. Et donc elle se fait photographier elle-même, elle se prend dénudée, hein, voilà, pratiquement dénudée, et puis elle l'envoie à son copain. Donc ils ont quand même, les parents ont contacté parce qu'ils connaissent le petit copain, heureusement. Là, c'est, on va dire, un cas où les parents connaissent les autres parents, donc ils ont pu en parler. Ils ont pu stopper aussi tout de suite. Ça a créé vraiment un choc chez les parents parce qu'ils se sont dit c'est pas possible à 13 ans. Et puis, ils se sont rendus compte qu'effectivement, ils n'ont pas assez parlé de ces échanges de photos, déjà de prendre des photos, le contrôle du téléphone. Et votre témoignage, Randall, est important parce que c'est vraiment ça, hein, je crois, le message essentiel à faire passer, c'est que les parents ont tendance à croire que leurs enfants sont capables de se débrouiller tout seuls sur les réseaux sociaux. Et sont trop jeunes pour éventuellement tomber sur des images pornographiques ou avoir envie de se faire de se photographier nu, quoi. Alors ça commence. Tout à fait. Alors après, la jeune fille disait que c'était une demande du copain. Donc il y a aussi quand même comme souvent, cette éducation à faire aussi auprès des ados sur ce transfert de photos. Bon, après il y a aussi les plateformes. Donc effectivement cette loi demandant l'autorisation des 2 parents pour utiliser un téléphone et tout, bon c'est bien, hein, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui commence au niveau des lois, mais ça va au-delà de ça à mon avis, il faut quand même de la prévention. Je découvre votre association, en tout cas ça m'intéresse beaucoup pour pouvoir peut-être avoir des brochures à distribuer aux parents, donc je prendrai contact avec votre association, c'est bien, ça m'aidera aussi pour pouvoir aborder ce sujet avec eux, mais ils étaient vraiment catastrophés en fait, parce que le téléphone elle l'a à peine depuis quelques mois et ils n'imaginaient pas du tout devoir surveiller les activités de leur fille sur le téléphone. Voilà, ils complètent au début. 13 ans, c'est très jeune pour être sur les réseaux sociaux, même si on y a le droit. Hein, mais il faut rappeler que normalement, entre 13 et 15 ans, on peut s'inscrire avec l'autorisation de nos parents. Ça veut dire que normalement, le parent est censé savoir que l'enfant est sur le réseau social, ce qui est déjà un premier point positif, parce que souvent, ils le sont sans que les parents le sachent, donc c'est difficile d'assurer un contrôle. Et si entre 13 et 15 ans, ça doit se faire avec l'autorisation des parents, c'est tout simplement parce que on
suppose que du coup il y aura une communication entre parents et enfants. C'est normal que les enfants, je dirais, utilisent toutes les opportunités qu'un téléphone peut leur offrir, et notamment le fait de se prendre en photo ou en vidéo, parce qu'aussi à l'adolescence aujourd'hui, c'est devenu presque quelque chose de banal de se prendre en photo, que ce soit habillé ou dénudé. Ça rentre aujourd'hui dans les pratiques, je dirais, amoureuses des jeunes, que de considérer que si on n'envoie pas des photos dénudées de soi, c'est qu'on n'est pas vraiment sérieux dans la relation, et que du coup, la relation, elle n'a pas lieu d'être. Donc c'est vrai que garçons et filles sont parfois contraints par le ou la partenaire d'envoyer ces photos en se disant que sinon la relation va s'arrêter, ce qui peut être terrible pour eux. Ils se sentent un peu coincés, et surtout ils ont l'impression que tout le monde le fait, donc pourquoi pas eux. Mais c'est souvent sans se rendre compte que les conséquences peuvent être dramatiques, parce que on parlera certainement dans l'émission de ce qu'on appelle le revenge porn, parce que là la situation, je dirais, a été gérée par les parents, mais imaginons que le jeune couple se sépare, et bien le jeune garçon peut utiliser les photos pour se venger, et va aller les diffuser auprès du collège, des parents, des amis, etc. Et là ça devient vraiment problématique. Donc il y a une vraie, je dirais, pédagogie à faire avec les jeunes, de leur faire prendre conscience que d'abord leur corps, je l'ai dit au début de l'émission, leur appartient. Donc ils ont aussi la capacité de dire non, j'ai pas envie d'envoyer des photos de moi dénudé, et que si le petit copain insiste, c'est peut-être parce que c'est pas le bon petit copain. Et puis d'avoir aussi conscience que les photos, une fois qu'elles sont sur Internet, elles nous échappent, elles peuvent vivre leur vie comme elles le souhaitent, elles peuvent ressortir des années après, et si notre nom est associé à la photo, ça devient vraiment un problème, et on a une espèce d'épée de Damoclès toute notre vie, parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va ressortir. Il y a une chose aussi qu'il faut dire aux jeunes, ça peut paraître très léger comme conseil, mais vraiment si tous les jeunes suivaient ce conseil-là, on aurait beaucoup moins de problèmes. C'est que si vraiment ils veulent s'envoyer des photos de dénudés, à la limite qu'ils le fassent. De toute façon, on sait très bien que si on leur dit de pas le faire, ils le feront quand même. Donc qu'ils le fassent, mais dans ce cas-là, qu'ils le fassent bien. Et le faire bien, ça veut dire de faire en sorte qu'il ne soit pas reconnaissable sur la photo. Ça veut dire ne pas mettre son visage, ne pas mettre de signes distinctifs. Oui, alors là, Samuel Comblaise, on l'a dit il y a 20 ans pour les adultes qui se faisaient photographier sur des sites. Ils n'ont pas suivi. C'est bien le problème. Je vois pas comment des ados vont suivre. Alors, oui, le souci, c'est qu'il faut vraiment avoir conscience. Et là aussi, je peux en témoigner sur le 30-18. Je peux vous assurer que quand on a 13-14 ans, qu'on est tout seul, parce qu'on va pas aller dire aux parents qu'on a mis des photos de soi dénudées, que parfois on est même soumis à la pression du petit copain pour avoir de l'argent, etc. Enfin, il y a des choses parfois très complexes qui se greffent à la situation. Et d'imaginer qu'on a des photos de soi qui sont en train de tourner, qui vont tourner sur les réseaux sociaux, je peux vous dire que c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je disais en préalable à mon conseil, ça peut paraître très léger et tout le monde ne suivra pas. Vous avez raison, mais malheureusement... Cependant, il n'y a pas d'autre solution que d'être prudent, parce qu'il n'y a pas un bouton magique qui permet de tout d'un coup faire disparaître les photos qui auraient été enregistrées sur les téléphones. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à 12-13 ans, on ait envie d'envoyer des photos de nus c'est la demande du petit copain, je pense. Non, mais d'accord, Randall. Mais après, les filtres, il y a beaucoup d'utilisation de filtres aussi. Alors, pourquoi les petits copains ont envie à 12-13 ans d'avoir des photos de nus de leurs copines? Alors, d'abord, vous l'avez rappelé, ça fait 20 ans que les adultes le font. Donc, j'ai dit aussi que on apprenait aux enfants. Pas tous les adultes, quand même. Pas tous les adultes, mais une bonne partie des adultes peuvent le faire, et du coup, donner aussi aux adolescents l'idée que se montrer nu est quelque chose de très banal. Je pense aussi, je ne veux pas être trop maladroit dans mon raccourci, mais que la pornographie aussi favorise un rapport au corps qui est, je dirais, très débridé. On se montre nu, etc. Donc on en revient. Les jeunes sont dans un rapport au corps très. Oui, mais on en revient à des émissions qu'on a faites déjà depuis longtemps. Ça veut dire que il y a beaucoup de très jeunes qui regardent de la pornographie. Bien sûr. 50% des élèves de CM2 ont vu des images pornographiques au cours de leur vie. Donc ça, c'est un autre sujet. On a déjà fait des émissions ensemble là-dessus. Ça banalise la nudité. Bien sûr. Et puis la pression, Randall l'a dit, du petit copain. Et puis encore une fois, le fait pour les ados de penser que tout le monde le fait. Non. Et j'espère que l'émission en convaincra peut-être quelques-uns que non, c'est pas un passage obligé dans une relation amoureuse, même débutante, et qu'il y a plein de moyens de montrer qu'on aime l'autre sans être obligé de passer par ce risque-là. On envoie des petits cœurs. Exactement. On peut écrire des poèmes ou faire plein de jolies choses. Bon, merci Randall. En tout cas, ça confirme bien que c'est un vrai sujet de société et qu'il faut absolument en parler dans cette émission. Merci Randall. On fait une petite pause. On retrouve notre Sexy News, Fleur Chérie, qui va nous parler d'une grande enquête sur le géant Pornhub sur Netflix. Et puis, vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. Posez vos questions pour témoigner et on vous attend.
Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Samuel Comblès, nous retrouvons notre journaliste Flore Chéry, toujours à l'affût des grandes enquêtes, et celle-ci nous intéresse évidemment. Et oui, surtout sur le sujet du jour qui est la protection des mineurs. Ça sort dans 2 jours, le 15 mars. Netflix, la grande plateforme de streaming au logo rouge, sort une grande enquête intitulée Pornhub, gros plan sur le géant du sexe. Pornhub, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des sites internet d'hébergement de vidéos pornographiques en libre service les plus consultés au monde. Ce site vient de fêter ses 15 ans, c'est un jeune ado donc, et comme un jeune ado, il est de plus en plus en crise. On se rappelle qu'en 2020 déjà, il a été contraint de retirer de son catalogue plusieurs millions de vidéos de créateurs de contenu qui n'avaient pas fait l'objet d'une vérification d'identité. Cette opération de nettoyage faisait suite à une vaste enquête parue dans le New York Times. Pornhub avait été accusé d'héberger des vidéos de sexe non consenties, de revenge porn, donc ce dont vous parliez, voire de vidéos présentant la sexualité de personnes mineures, donc encore plus grave. Le documentaire Netflix compte bien parler de ces différentes affaires, mais aussi de façon plus générale de tout ce que ce tube a modifié dans la façon de fabriquer du porno. Il a permis à des jeunes hommes et à des jeunes femmes, enfin plus ou moins jeunes d'ailleurs, de s'émanciper parfois de grosses boîtes de production qui assuraient une charte éthique plus ou moins stricte, plus ou moins respectée pour produire comme ils le souhaitaient leur propre pornographie, un peu comme Facebook a permis à tout le monde de devenir son propre média. Ces créateurs et créatrices de porno interviennent dans le documentaire, parlent de leur quotidien, rappellent la notion de consentement, expliquent leur façon de filmer, de créer du contenu. Alors ça peut ou non participer à banaliser d'ailleurs la nudité, ça peut faire l'objet d'un débat. Le documentaire rappelle aussi comment cette plateforme a influencé de façon drastique les pratiques sexuelles de toute une génération qui a appris la sexualité sur le net. Pornhub, c'est devenu un véritable objet de pop culture en 15 ans à peine, mais un objet de pop culture très controversé. Au-delà même des États-Unis et du New York Times, en France, on sait que ça fait 2 ans qu'il est dans le viseur de l'Arcom, car il ne respecte pas la loi sur la protection des mineurs, c'est-à-dire que le simple disclaimer, la petite affiche qui demande si on a bien 18 ans, est insuffisante d'un point de vue législatif. Il est aujourd'hui envisagé de renforcer le dispositif d'accès à ce site, notamment avec des systèmes de double identification via la carte d'identité. Il est aussi accusé de greenwashing, c'est-à-dire de s'investir dans une cause écolo pour cacher sa propre pollution. Pornhub a beaucoup communiqué sur différentes opérations pour la protection de l'environnement, notamment sur la prolifération des abeilles ou encore pour contrer la pollution des plages. Or, Pornhub pollue beaucoup via les serveurs et les routeurs. On estime que le streaming porno est responsable de plus d'1% des émissions de CO2 dans le monde. Bon, Netflix, c'est pas forcément mieux, donc pas sûr qu'ils en parlent vraiment. Alors, bad buzz ou good buzz pour ce gros documentaire sur Netflix? Pour le savoir, rendez-vous le 15 mars pour une plongée dans une industrie qui a fait de l'exhibition son fonds de commerce et qui pourtant s'est restée très pudique lorsqu'il s'agit de ses intérêts personnels. Je suppose que vous ne l'avez pas vu encore non plus, bien sûr. On voit des extraits, on voit un petit peu l'angle, c'est pour ça que j'essaye de le pressentir. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu sur le fil entre dénoncer différentes affaires, parce que ça, il en parle dans les extraits, et en même temps donner la part belle aux créateurs et créatrices de contenu, donc avoir un angle aussi relativement positif sur cette nouvelle forme de pornographie. Donc j'ai l'impression qu'il est un peu sur le fil entre les deux. Oui, mais comme beaucoup de choses aujourd'hui d'ailleurs, avec les nouvelles technologies. Réagissez évidemment. Non, bien sûr, tout est dit, effectivement, et notamment de dire que les réseaux sociaux au sens large, on parle de Pornhub, mais tous les réseaux sociaux globalement aujourd'hui ne respectent pas la loi, ce qui est une catastrophe pour nos jeunes, parce que quand on est trop facilement face à des images pornographiques, sans aucun moyen de pouvoir en parler à un adulte, sans aucune prévention, c'est extrêmement violent. Alors, ça a été... je pense, pour modérer, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, ça reste à confirmer, mais respecte strictement la loi. Il n'y a que Twitter qui aujourd'hui... Alors moi je parle des sites pornographiques. Ah, parce que vous avez dit réseaux sociaux. Pardon, excusez-moi. Alors, si j'ai dit ça, je me suis trompé. Pardonnez-moi. Alors loin de moi l'idée de dire qu'ils ne respectent pas la loi. Excusez-moi. Je dis bien les sites pornographiques ne respectent pas la loi, donc Pornhub et plein d'autres. Dorsel respecte la loi depuis longtemps. C'est pour ça qu'ils sont très investis auprès du Sénat pour faire appliquer la loi. Dorsel, quand vous allez sur son site internet, vous ne pouvez pas voir de ce qu'on appelle des images art, c'est-à-dire des pénis ou des sexes de femmes en érection. Vous voyez des torses de femmes dénudées, c'est tout. Et ça reste dans la loi. Si vous voulez avoir accès à un extrait hard ou à une photo hard, vous devez
payer. C'est le seul aujourd'hui. Union aussi, nous on respecte la loi, on est une plateforme de VOD. Jackie et Michel s'est mis au diapason aussi il y a quelques temps. Donc aujourd'hui, il y a quand même pas mal de plateformes qui respectent la loi. Mais ce n'est pas le cas de Pornhub et d'autres plateformes qui ne sont pas françaises en réalité. Et qui du coup donnent l'accès facile aux images effectivement des jeunes. Donc la loi a changé. Effectivement, il faut maintenant un système beaucoup plus contraignant pour les sites pornographiques pour justement faire en sorte que les enfants n'y arrivent pas trop facilement. Et une dernière chose sur Pornhub. Oui, mais avec des sites qui sont de toute façon hébergés on ne sait où. Ça en fait, paraît, le risque, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment possible d'arriver à ce qu'on ait une loi C'est que Pornhub, finalement, alors, crée énormément d'audience, mais finalement est relativement éthique par rapport à ce qui existait il y a 10-15 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a fait son grand nettoyage, il redore la façade, il accompagne énormément les créateurs et créatrices de contenu. Le risque qu'on prend en mettant ce système d'identification, c'est que Pornhub, qu'on oblige à être éthique, n'arrive pas à avoir son audience suffisante et qu'il y ait plein d'autres petits sites bizarres qui se montent à droite à gauche et alors eux vont pas du tout être éthiques, vont diffuser tout et n'importe quoi et vont récupérer l'audience que Pornhub n'a pas. Donc c'est un petit peu ça le risque, j'ai l'impression aujourd'hui législatif. C'est sûr, et puis beaucoup de jeunes vont sur le dark web où il y a des règles encore très différentes que sur l'internet officiel. Ça montre donc bien, Samuel Comblès, que votre combat, votre association e-enfance et le 30-18 sont indispensables parce que finalement, qu'est-ce qu'il faut faire en amont? De la pédagogie, de l'information, aider chaque famille à mieux comprendre et responsabiliser très jeune dès le primaire. Je pense qu'il faut en parler dès le primaire. Et s'agissant de Pornhub, on est, nous, partenaires de Pornhub, puisqu'on est signaleur de confiance auprès d'eux. Ça veut dire que si un amateur prend des photos ou des vidéos de quelqu'un qui n'a pas consenti et met ses photos ou ses vidéos sur Pornhub, eh ben nous, on a la capacité de pouvoir les faire retirer en interpellant Pornhub, justement en disant attention, cette photo n'a pas été mise sur le site de manière consentie, et on peut le prouver. Bon, ça, c'est un travail qu'on fait avec nos écoutants sur le 30-18, et on peut faire retirer les contenus. Donc, et on est partenaire de Pornhub et de d'autres sites qui sont gérés par la maison mère qui s'appelle MindGeek. Et donc cette capacité de réaction est importante parce que parfois on se retrouve, il y a des créateurs effectivement qui font les choses très bien et ça leur appartient, il n'y a aucun souci, mais il y a aussi malheureusement des vidéos qui ne sont diffusées sans le consentement, et ça c'est terrible. Finalement, Fleur Chéri, c'est presque un petit peu positif votre chronique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se rend compte que certains sites pornographiques prennent conscience qu'il faut quand même être dans une éthique pour continuer à exister proprement. Sont obligés de prendre conscience, oui c'est un peu le terme. Oui. Ce qui est joli, c'est qu'on voit qu'on peut exercer une pression sur ces sites-là pour que ça se passe bien. Alors tout n'est pas rose, mais il y a cette pression qui existe, mais en même temps ça ne règle pas le problème du libre accès à la pornographie, qui est un peu la condition sine qua non qu'ils mettent sur la table, c'est-à-dire ok, on va être éthique, on va être parfait, on va accompagner les gens, on va s'investir dans l'écologie, etc. En revanche, on veut que tout le monde puisse avoir accès à notre plateforme, et le jour où on leur enlève ça, je ne sais pas trop comment ça peut changer. Oui, mais on sait très bien que trop de censure a un effet pervers. Donc attention. Et puis la pornographie pour les adultes, aucun problème. Là, on est en train de parler de la pornographie pour les plus jeunes. À partir de 18 ans seulement, on devrait pouvoir y avoir accès. Mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. L'idée, c'est de protéger les mineurs qui ne sont pas psychiquement prêts à pouvoir accueillir ces images et qui n'en font pas grand-chose à part les reproduire. C'est ça qui est un peu terrible. C'est un abus et c'est un traumatisme pour beaucoup de mineurs. Ça peut l'être. Peut-être pas à 15 ans, mais en tout cas à 12 ans, quand on est trop jeune, évidemment. Merci beaucoup Fleur Chéri, vous êtes toujours à la pointe des informations et c'est formidable. Merci beaucoup. Je rappelle évidemment qu'on peut aussi vous travaillez aussi pour Union et puis vous êtes aussi associé avec Arthur Vernon pour beaucoup de choses qui permettent justement de favoriser la sexualité des adultes. On retrouve Nathalie maintenant pour les questions intimes. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte, bonjour à Samuel. Nathalie. Alors vous êtes adulte, donc majeur et vacciné. Est-ce que vous avez déjà diffusé des photos de vous nus sur un réseau social? Non, pas du tout. Et ça vous tente pas? Non, je suis assez rétive aux réseaux sociaux en fait. Ah oui, d'accord. D'accord. Pas énormément. Mais est-ce que vous avez déjà été photographié nu pour votre usage personnel ou pour votre... Oui, quand même. Oui, quand même. Mais vous gardiez précieusement ces photos. Oui, sous cloche. Sous cloche.
Et vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants, mais qui ont plus de 25 ans. Donc ça va, vous êtes débarrassé de ces problèmes-là. Ouf. Je suis un peu sortie d'affaire. Voilà, on va dire ça. Mais oui, puis 25 ans, ça va, parce qu'il y a 10 ans, on n'en était pas... Ça a commencé, mais on était encore à peu près tranquille. Oui. C'est vrai que j'ai été épargnée de ce point de vue-là. Bon. Deuxième question, est-ce que, on en a parlé la semaine dernière, est-ce que vous êtes une pro ou une contre le 69 ? Une pro. Ah, bah ça fait plaisir de temps en temps parce que c'était plutôt contre durant l'émission. Et dernière question, est-ce que vous avez déjà eu une envie d'avoir une relation avec une femme ? Oui, ça m'est arrivé, oui. Bon bah alors, j'ai plus de questions à vous poser. Quand j'étais plus jeune, en fait. Quand vous étiez plus jeune, adolescente, au moment, au début. Oui. D'accord. Eh ben vous pouvez poser une question à Samuel Comblasi, je vous écoute. Alors, je vais poser une question qui concerne le sujet d'aujourd'hui. Quel serait pour vous le meilleur moyen ou le meilleur média pour atteindre les adolescents, pour faire une campagne d'information, d'alerte sur les dangers d'Internet, les problématiques dont vous avez parlé? Ouais, alors je pense que les jeunes aujourd'hui sont sensibles aux messages qui sont portés par ce qu'on appelle parfois des figures d'autorité, des gens qui ont de l'influence, et notamment ce qu'on appelle les influenceurs, les youtubeurs, ces jeunes, vous savez, qui font des vidéos à visée humoristique ou pour leur expliquer comment bien s'habiller, comment bien se maquiller, etc. Oui. Je pense que c'est des représentants, je dirais, d'un savoir ou d'une certaine connaissance que les jeunes peuvent écouter et qui serait intéressant peut-être d'utiliser pour pouvoir transmettre ces campagnes. Alors ça se fait déjà. Il y a un certain nombre d'autorités, je pense notamment à la CNIL qui a proposé à un youtubeur il y a quelques années de faire une vidéo de sensibilisation sur la protection des données personnelles, et puis de plus en plus ça se développe autour de la sexualité, justement d'éducation à la sexualité, et ça marche plutôt bien parce que il y a souvent un ton un peu décalé qui permet à la fois en plus aux ados mais aussi aux adultes de pouvoir comprendre quel est le message, et les ados respectent ces youtubeurs, et donc ça permet de transmettre un message qui est assez efficace. Donc ça pourrait être ça ma réponse. Et puis je vais peut-être passer pour quelqu'un d'un peu rétrograde en disant ça, mais les adultes, quoi qu'on en dise, sont quand même encore aujourd'hui écoutés par les ados, et quand vous faites des études sur les grandes questions que se posent les ados, eh bien ils répondent, dans la majorité d'entre eux, c'est quand même vers les adultes qu'ils se tournent pour pouvoir trouver des réponses à leurs questions quand c'est important, quand c'est grave. Après, quand c'est les choses du quotidien, ils se tournent vers leurs copains, c'est normal. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on se disqualifie et penser que nous, aujourd'hui, adultes, on n'est plus entendus par les ados. C'est pas vrai. Il y a quand même une reconnaissance que leurs aînés ont quand même une expérience de vie qu'ils peuvent partager avec eux. Donc, de manière plus traditionnelle, d'utiliser aussi notre langue, notre bouche, nos oreilles pour pouvoir transmettre le message. Mais on se disait là pendant l'émission que parfois les parents prennent plus forcément ce temps-là, ont plus forcément envie ou plus l'énergie ou pas le temps. Enfin, je sais pas, il y a plein de raisons. Mais je pense que c'est un tort, et que de temps en temps de questionner aussi les enfants sur leur vie numérique, de voir un peu comment ils vont. Et je dirais surtout en ce moment où on sait que les ados ils sont pas dans leur meilleure forme sur le plan psychologique. Il y a beaucoup d'alertes quand même qui sont lancées par les professionnels du soin psychique, et que quand même on a quand même beaucoup de jeunes depuis la crise sanitaire que nous avons traversée, qui sont dans des situations de dépression, d'anxiété, etc., avec des tentatives de suicide qui sont plutôt en augmentation. Donc je pense que de pouvoir parler, de pouvoir entendre leurs angoisses, de pouvoir poser les choses, de pouvoir les rassurer dans la mesure de nos possibilités est important. Et l'avantage, je termine ma réponse là-dessus, c'est que c'est gratuit, qu'il n'y a pas besoin de faire des messages très compliqués. Mais c'est de prendre un petit peu de temps, et puis
voilà, d'être une oreille attentive, sans même penser à quelque chose à dire, parce que souvent c'est ce qu'on se dit. Qu'est-ce que je vais leur dire? On leur dit rien, on les écoute déjà. Écouter, c'est déjà très bien. Déjà, oui. Écouter, se taire intérieurement, extérieurement, c'est déjà extrêmement positif. J'ai presque envie de dire thérapeutique. On a un effet thérapeutique en écoutant l'autre, en étant à sa disposition. Et je pense que beaucoup de jeunes, malheureusement, manquent de ces temps-là. Oui, surtout que, en fait, un jeune, quand il se sent écouté, le jour où il a un problème, au moins, il se dit, je vais pouvoir lui en parler. Absolument, tout à fait. C'est un bon exercice. Merci Nathalie, merci beaucoup. On retrouve Pierre dans un instant, et si vous avez envie de réagir, de donner votre avis, de poser des questions, c'est le 0826 300 300. À tout de suite. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons aujourd'hui les dérives de nudité, d'images sexuelles sur les réseaux sociaux, avec Samuel Comblaise qui est avec nous, et c'est évidemment l'idée de protéger les enfants qui ne sont évidemment pas adultes, et donc c'est important parce que si on veut qu'ils aient plus tard une sexualité qui convient, eh bien il vaut mieux qu'on les protège un petit peu plus. Vous avez envie de réagir, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe, bonjour Samuel. Bonjour Pierre. Très ravi de vous avoir. Merci à vous. Justement, vous avez votre fille qui utilise beaucoup Instagram. Tout à fait. Alors j'ai mes deux enfants. J'ai mon fils, lui vient d'avoir ses 19, ma fille a ses 16 ans. Alors eux, ils ont tous les deux une page Facebook, mais qui existe juste. Qui existe simplement. Voilà, donc il n'y a aucune photo d'eux ni quoi que ce soit dessus. Je dirais qu'ils gardent pour plus tard si un jour il y en a besoin. Donc ils regardent les autres, mais eux ne montrent rien. Souvent, les jeunes font ça juste pour pouvoir accéder au contenu des autres. C'est ça ? C'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est ça. Sachant que Facebook aujourd'hui est, je dirais, plus de notre génération, si je peux dire, plutôt que de la leur. Après, eux, ils utilisent énormément Instagram et Snapchat également. Également une autre application qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Biréal, qui permet de poster un petit peu des photos d'un instant T, en fait. Voilà, qu'on peut envoyer, mais ça reste du coup dans un cercle extrêmement restreint et qui n'est pas publié à droite ou à gauche. En fait, pour Snapchat, c'est uniquement nos amis qui ont droit à accéder à nos photos. Facebook, moi, je suis un peu réticent. Moi, j'utilise pour moi, parce que c'est un peu plus mon fonctionnement et ma génération, c'est ça. Par contre, je fais gaffe quand même aux photos que je mets dessus, parce que c'est vrai qu'on sait qu'une fois qu'elles sont sur Facebook, on sait pas où elles vont. Voilà, pour les récupérer, c'est un peu compliqué. Donc là-dessus, moi, je suis assez prudent. Et alors, pour mes enfants, pour revenir à eux, parce que c'est quand même le sujet, je sais qu'ils ont eu droit à une visite de la gendarmerie ou du commissariat à l'époque, quand ils étaient encore au collège, qui leur expliquait un petit peu les dangers de poser ces photos là-dessus. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'avais certaines de mes photos sur mon Facebook privé avec mes enfants, et mon fils m'avait dit, attention papa, je voudrais que tu supprimes ces photos. Et j'ai trouvé ça génial. Et il avait 12-13 ans à l'époque, et du coup, je l'ai fait tout de suite. Et j'ai supprimé toutes les photos où il était dessus. Je les ai supprimées simplement. Voilà, parce qu'il avait, quelque part, il avait raison. Parce que ces photos pouvaient être diffusées et utilisées pour d'autres utilisations. Et ça donc, c'est après avoir écouté les gendarmes qui l'ont informé. C'est intéressant, ça montre bien que donc l'information provoque une réaction. Tout à fait. Et ça montre bien qu'en une seule séance, on a convaincu un jeune qui devient lui-même ambassadeur des bonnes pratiques. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 interventions, et qu'à partir du moment où c'est expliqué avec des mots très simples, avec quelques exemples, et qu'on explique aux jeunes qu'on ne le fait pas pour être contraignant pour lui, mais au contraire pour le protéger, la majorité des gamins comprennent et vous ont protégé vous-même aussi. Donc ça, c'est très bien. Exactement. Parce que du coup, j'ai vraiment supprimé tout le contenu où ils étaient dessus. Je les ai vraiment supprimés. Et c'est vrai qu'il y a, pour rebondir un peu plus là-dessus, le risque qu'il y a, c'est que ces photos soient prises pour d'autres utilisations, et notamment pour des réseaux pédophiles, des choses comme ça. Voilà. Et ça, moi, c'est une chose sur laquelle j'ai été confronté, parce que j'ai découvert en fait un réseau pédocriminel en fait de la ville où je suis. Bon, bien sûr que j'ai signalé aux forces de police dans la foulée. Bien sûr, on est obligé. Je le précise pour ceux qui nous écoutent, on est obligé aujourd'hui de signaler ce genre de choses. D'accord. Oui. Mais alors, j'ai ignoré. Alors moi, je l'ai fait tout bonne foi parce que voilà. C'est bien. Bien sûr, Pierre, c'est formidable que vous l'ayez fait, mais de toute façon,
sinon on est complice, hein, en gros. Bah oui. D'accord. Par rapport à la loi. On est tous citoyens, donc on doit se protéger les uns les autres. Et si vous avez un jour besoin de faire un signalement de ce type, vous allez sur la plateforme Pharos. Donc il faut aller sur Pharos. Vous faites signalement internet Pharos. Vous trouverez. Donc c'est le site du ministère de l'Intérieur qui permet de faire des signalements quand on estime que sur Internet il y a eu de manière publique, en tout cas, des contenus qui sont préjudiciables aux mineurs et aux majeurs aussi. Hein. Et donc vous avez été signalé ça où? À qui? Alors, au commissariat, parce que j'ai la chance, j'ai le commissariat qui est à 500 mètres de chez moi, donc j'ai pu en fait, donc en fait ça s'est passé, alors je sais plus sur quel réseau c'était, c'est passé ensuite sur Telegram, qui est un peu plus sécurisé, et là j'ai eu droit à pas mal de choses, donc je les ai fait parler pour savoir ce qu'il y avait derrière, et là j'ai découvert pas mal de choses, avec en fait on m'a même envoyé des vidéos, des photos, choses comme ça, et voilà, c'est des photos j'aurais préféré ne jamais voir de ma vie parce qu'elles restent gravées dans la mémoire. Alors que vous êtes adulte, hein. Alors que vous êtes oui, voilà, c'est ça. Voilà, donc, moi j'ai 47 ans et ces images, je n'oublierai jamais de ma vie. C'était donc des images d'enfants abusés sexuellement, oui. Tout à fait, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'une fois qu'on a vu ce genre d'image, on est un peu marqué, je vous l'accorde. C'est ça, ouais. Et là, du coup, j'ai tout transmis, bien sûr. Après, ça a suivi sa procédure. Voilà, après, aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est. Malheureusement, j'espère que les gens ont été arrêtés et punis comme il se doit, mais malheureusement, c'est souvent des sites qui sont dans des zones qui ne sont absolument pas... sans accord de police entre pays, donc non. C'est pire que ça, c'est que Bon, là, je ne peux pas vous dire trop d'éléments parce que l'enquête, je dirais, est en cours. Mais ça se passe, enfin, le réseau en question se passe dans ma ville où je suis. C'est une ville de 40 000 habitants. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai fait un premier signalement, en fait, en décembre 2021. 6 mois plus tard, donc en août 2022, j'ai découvert que c'était toujours actif. Donc j'ai recontacté la personne pour refaire parler. J'ai encore récupéré des infos et tout redonné donc aux forces de l'ordre. Et aujourd'hui, c'est toujours actif. C'est aberrant ce que je vous dis, mais en fait ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé là sur pour les cités TPMP récemment. Il existe des réseaux et ça, il faut que les gens en soient conscients. Donc pour revenir au départ, ne publiez pas n'importe quelle photo parce qu'on ne sait pas où ça va derrière. Et aujourd'hui on est en plein dedans et c'est vrai que les jeunes ne s'en rendent pas compte. On envoie des photos, mais ils ne savent pas à quoi elles seront utilisées derrière. Oui, mais là, quelque part, vous abordez deux sujets différents. Il y a en effet les photos qu'on peut diffuser sans se rendre compte et puis ensuite regretter parce elles vont être diffusées et qu'on n'arrive plus à arrêter la chose. Et puis il y a les réseaux pédocriminels qui malheureusement existaient déjà il y a 30 ans. C'est un sujet sur lequel je me suis penché il y a plus de 30 ans et on n'y arrive pas. Et pour avoir parlé avec des personnes des flics qui sont chargés de ce genre de choses, c'est eux qui m'ont toujours dit que de toute façon on remonte à la source de certaines personnes, mais on remonte jamais à la source originale parce que justement tout est fait pour qu'on n'y arrive pas. Pour pas qu'on les trouve, bien sûr. C'est ça. Il y a une chose un peu nouvelle quand même dans ces réseaux, c'est que par le passé, c'était les pédophiles qui produisaient eux-mêmes les contenus, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Aujourd'hui, ils peuvent influencer les mineurs pour pouvoir leur envoyer eux-mêmes des contenus qui sont autoproduits, ce qui pour eux est moins préjudiciable, parce que du coup, c'est pas la même chose de diffuser des images pornographiques, de les regarder et de les créer soi-même. Donc à partir du moment où ces vidéos sont créées par des jeunes eux-mêmes, et c'est très facile, vous allez sur un site de jeux vidéo pour enfants, vous créez un profil en disant que vous êtes une petite fille de 8 ans, vous allez faire croire n'importe quoi à la petite fille, effectivement, vous allez lui proposer de lui faire progresser, de la faire progresser dans le jeu beaucoup plus rapidement en lui payant quelques euros par votre carte bancaire ou par d'autres moyens. La gamine va être évidemment ravie et en échange de quoi, il faut juste qu'elle vous envoie des photos ou des vidéos avec pardon, je vais être choquant, mais avec son petit frère ou sa petite sœur et en train de faire des choses sexuelles. Je fais exprès de le dire et alors bien sûr ça n'arrive pas tous les jours et c'est pas partout, mais c'est pour faire prendre conscience quand même de là où on en est, c'est-à-dire qu'il y a des adultes qui proposent ce genre de choses à des enfants et tout ça évidemment très à l'abri des regards des parents parce que les parents sont pas conviés à ce genre de choses et ne peuvent pas l'imaginer et que évidemment tout est fait et ça c'est la pression du pédophile pour faire en sorte que l'enfant n'en parle pas et tout le monde y trouve son compte. La gamine elle avance dans son jeu vidéo, le pédophile
pédophile, il a des contenus a priori qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir créé lui-même, et puis il les diffuse. Donc d'où l'importance de ce qu'on se raconte là. L'idée, c'est pas de dire ça arrive tout le temps et tous les jours et chez tous les jeunes, mais c'est de dire ça peut arriver. D'où l'importance d'en parler, de faire de la prévention et d'être attentif quand même à la façon dont les jeunes utilisent leur téléphone portable, leur tablette, etc. Et de responsabiliser tous les parents. Merci Pierre, merci beaucoup. On continue après les infos à vous laisser témoigner et à vous laisser surtout poser vos questions au 0826 300 300. Petite devinette du jour, quelle est la différence entre une femme et une femme de ménage? Samuel Comblès, vous répondrez après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Comblès est avec nous. Vous êtes psychologue, vous êtes surtout spécialiste. Enfin non, pas surtout. Je veux dire, c'est plutôt parce que ça correspond mieux au sujet d'aujourd'hui. Nous parlons de la protection des mineurs avec notamment les réseaux sociaux, et on sait à quel point ils sont de plus en plus accros aux réseaux sociaux. Alors on va d'abord donner la réponse à ma devinette et puis on va revenir évidemment sur ce sujet. Quelle est la différence entre une femme et une femme de ménage? Spontanément, je vous dirais, il n'y en a pas, c'est des femmes, donc je ne vois pas ce qu'il y a de différent. Donc, une femme reste une femme. Écoutez bien, avec la femme, il faut rentrer quand c'est mouillé. Avec la seconde, on n'a pas le droit de rentrer quand c'est mouillé. Voilà, c'est tout. Okay. Allez. Je rappelle que ce numéro, le 3018, ou alors vous allez sur e-enfance si vous avez envie de poser des questions, d'être plus informé. Ce sont des psychologues et des juristes pour parler justement des violences numériques. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Vous voulez réagir avec Samuel Comblès? Allez-y Eric. Oui, alors moi je voulais réagir un petit peu. Bonjour, c'est très bien les émissions que vous faites. Je suis toujours très content d'être accueilli sur votre antenne, pardon. Merci. Voilà, moi j'ai écouté depuis tout à l'heure votre émission. Effectivement, je trouve que les sites dits pornographiques sur l'internet et tout ça sont très mal protégés. Donc effectivement, une loi visant à mieux réglementer ce genre de choses pour la rentrée des enfants par rapport à ça est très compliqué. Donc notamment, vous avez quand même, vous de votre côté, Cam4 qui... Cam4, oui. Oui, Cam4 qui est votre magazine, qui a un accès un sponsor, libre... oui. Qui est un sponsor, mais qui est d'accès libre complet. Voilà, il n'y a même pas à taper si vous avez 18 ans, pas 18 ans. Vous choisissez si le style de personne que vous voulez voir, et puis voilà quoi. Donc c'est quand même assez compliqué. Donc en ayant moi 2 garçons, où j'ai déjà fait la morale là-dessus. Par rapport à ce genre de situation où effectivement... Ils ont quel âge vos garçons? Alors j'ai un garçon qui a 13 et un autre qui a 15. Oui, donc vous êtes en plein dans le sujet du jour. Hein. Oui, dans le sujet du jour, oui, mais bon, je vous dis quand même, ce genre de choses est arrivé, ils avaient 10-11 ans, quoi. Oui, quand je les ai trouvés sur le téléphone du grand des photos chocs, d'accord. Vous voulez dire que vous avez surpris votre gamin en train de regarder des photos pornographiques? Sur son listing de téléphone, en regardant son téléphone, je me suis aperçu, voilà, alors c'était un réseau social, c'était du Discord, si vous voulez. Où voilà, c'était des photos de personnes nues. D'accord. Excusez-moi Eric, mais votre témoignage m'intéresse. Est-ce que quand vous avez vu ça, est-ce que vous aviez pu imaginer, ou est-ce que vous avez été en effet totalement choqué parce que vous n'imaginiez pas que votre fils puisse déjà s'intéresser ou avoir des images comme ça sur son téléphone? Parce que c'est le sujet du jour, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Non, choqué. Je suis au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus choqué de rien. Il faut continuer à être choqué. Être choqué dans l'ensemble, c'est mon fils, c'est mes enfants, c'est tout ça. Mais malheureusement, si on s'arrête à être tout choqué de beaucoup de choses, c'est choquant dans un sens. Mais il faut malheureusement, au jour d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, y faire face. Et arriver à... Non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que au fond vous n'étiez pas suffisamment informé ou préparé
que ça puisse arriver à vos enfants. Si, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous leur aviez dit Et qu'est-ce que vous leur aviez dit en amont, justement? En amont, c'était justement vous avez des téléphones, vous faites des réseaux sociaux, mais faites attention, il y a tout dessus. Ne jamais, justement, tout à l'heure vous parliez de photos de nus, d'eux-mêmes ou de personnes machin. N'acceptez jamais de vous déshabiller devant un écran. N'acceptez jamais voilà. Il y a énormément de choses à un moment donné par rapport à beaucoup de choses. Mon fils une fois a amené une camarade à la maison. Je lui dis le jour où tu amènes quelqu'un à la maison, peu importe, après les cours autres, il faut être averti, que ce soit nous les parents du jeune homme, les parents de la fille, on ne sait pas, même si c'est juste une amie, il peut y avoir un jour un problème, elle va t'en vouloir ou autre, et elle va dire il y a eu du harcèlement, il y a eu beaucoup de choses. On ne sait pas ce que peut tout nous donner aujourd'hui avec l'heure des réseaux sociaux et tout ça. On avait en classe de CM2, un problème avec un gamin qui faisait des vidéos YouTube. Vous voyez, des vidéos YouTube à caractère pas très à caractère choquant. C'était pas les promenades dans la nature, oui. Mais c'était pas grand chose. C'était juste voilà, il faisait une scène sexuelle avec son panda en peluche, quoi. Vous voyez. C'est anodin, c'est des gosses, mais ça porte à... Et voilà, et ça fait le tour de l'école sur ce genre de choses. Vous comprenez? Ouais. Et c'est intéressant votre témoignage, parce que ça montre bien, parce qu'on parle souvent des sites pornographiques qui sont vecteurs d'images pornographiques pour les mineurs, mais les réseaux sociaux, YouTube, qui effectivement est une plateforme de partage vidéo sur lequel la sexualité n'est pas autorisée, mais il peut y avoir des parades, comme vous l'avez expliqué. Et donc c'est pour ça que c'est important d'en parler et de le faire de manière, je dirais, non alarmiste, de pouvoir dire, voilà, ça peut arriver. Moi, comme vous l'avez dit très bien, n'envoie pas des photos de toi dénudé, ne sois pas non plus soumis à des pressions de tes camarades ou de parfaits inconnus qui te demanderaient des photos de toi. Déjà, si on dit ça, c'est déjà très, très protecteur. Et si tu envoies des photos, pardon, je le répète, mais fais en sorte de ne pas être reconnaissable, parce que c'est le meilleur moyen d'être protégé. Si ces 2-3 petits consignes peuvent être entendues par les jeunes, je pense que ça épargnerait déjà pas mal de problèmes. C'est tout à fait ça, c'est leur expliquer, en fait, malheureusement, comme on ne peut pas gérer ces problèmes-là, il faut leur expliquer où peut leur mener ce genre de situation, où ça peut les amener à arriver à être choqués, et voilà, et comme vous dites, soit de la jalousie, les petits amis, tu m'as largué, alors tu m'as envoyé une photo, je vais la diffuser partout, et après on en arrive à des points de non-retour pour ces jeunes-là qui n'en peuvent plus, qui se sentent humiliés, harcelés, et ainsi de suite, et qui ont juste par peur, comme vous disiez, la peur de rester seul, la peur d'être séparé ou des trucs comme ça, et voilà, l'amour fait faire des bêtises des fois, voilà quoi. Ouais. Le sentiment d'amour peut faire des bêtises, quoi. Donc, oui, et puis l'effet de mode ou le besoin de prouver je ne sais quoi. Enfin, on sait très bien qu'à ces âges-là, on ose peut-être tout sans se rendre compte des risques qu'on prend, bien sûr. Mais ce qu'on explique pour les réseaux sociaux, je pense que tous les parents l'ont expliqué quand ils vont la première fois à la plage avec leurs enfants, on leur explique que il faut être prudent, parce que la mer peut avoir aussi quelques dangers, parce qu'il faut pas se perdre sur la plage et donc rester à proximité des parents. Enfin, il y a un certain nombre de consignes qu'on donne naturellement. Quand vous faites du vélo la première fois avec vos enfants, vous leur expliquez aussi qu'il ne faut pas aller sur n'importe quel lieu pour faire du vélo, qu'il faut respecter les piétons. Enfin, des choses assez naturelles. Donc, il est normal que sur les réseaux sociaux, on donne aussi un certain nombre de consignes, parce que c'est des outils qui sont extrêmement puissants, qui ne sont pas toujours non plus très faciles à utiliser pour nous-mêmes adultes. Donc, pour un jeune qui découvre ça et les relations sociales, et qui a en plus plein de questions à se poser sur son existence, etc., ça fait beaucoup d'éléments à gérer. Donc, il a besoin de l'aide de ses parents pour pouvoir le guider. Ça ne veut pas dire qu'on va regarder tout ce qu'il se raconte entre copains, mais de temps en temps de faire un petit brief sur comment il les utilise et la façon de se protéger. Je pense que c'est utile. Oui, parce qu'on n'est pas, malheureusement, on n'est pas tous égaux aussi devant la liberté d'expression avec ses propres enfants, la connaissance, la facilité d'exprimer. Et eux, ils sont dans un milieu collégien ou autre où ça parle de tout. Mon fils, à 6 ans, en 6e, m'a parlé du site Pornhub, quoi. Vous voyez,
Donc c'est quand même assez... arriver comme ça un soir, c'est un peu traumatisant de dire oui, mais t'as pris ça où? Tu sais ce que c'est au moins? Ça aurait été plus traumatisant qu'il ne vous en parle pas et qu'il aille le voir par lui-même. Je te dirais qu'à la limite, s'il vous en parle, c'est tant mieux et ça veut dire qu'au moins il a cherché à mettre des mots dessus. Des fois, ils le prennent à les rigolades, mais ils savent très bien de quoi ils parlent. Bien et sûr. aujourd'hui, même en 6e, ils savent de quoi ils parlent, ils savent de ce que et d'avoir vu justement des photos illicites sur l'ordinateur. Malheureusement, il a pris mon ordinateur et il n'a pas effacé l'historique. Donc, du coup, j'ai bien vu ce qu'il faisait, quoi. Donc, à un moment donné, alors que bon. Après, moi, je suis honnête, hein, moi, c'est le genre de site que je visite aussi et tout, puisque je vous disais, sur Camcast, je trouvais que c'était pas assez réglementé, ou sur les autres non plus. Mais moi, mon historique, justement, moi, j'ai une face cachée sur mon portable, j'ai tous des trucs qui fait que les historiques, tout est effacé, donc ça peut pas venir de ma part à moi, si vous voulez, voyez. Non, mais ils en parlent entre copains et c'est facile à écrire sur un moteur de recherche. Et c'est normal aussi qu'ils puissent satisfaire leur curiosité parce qu'on en parle, parce que dans les réseaux sociaux, il est question de sexualité, dans les séries, etc., que les jeunes regardent. Donc, comme ils n'ont pas toujours des parents ou je dirais des adultes autour d'eux capables de parler de sexualité ou de pornographie, les jeunes, ils vont se tourner vers des sites comme on les connaît. C'est gratuit, c'est facile d'accès et puis ça leur donne leur propre opinion sur la sexualité. Le problème, c'est que c'est un discours, je dirais, toujours très orienté avec des scénarios d'actes sexuels toujours très codifiés, avec une espèce de routine de déroulement qui ne favorise pas beaucoup l'imaginaire du jeune. C'est le sujet d'ailleurs dont on veut parler, Ornella, dans un instant. Merci beaucoup, Eric. On continue avec vos réactions, vos témoignages au 0826 300 300. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite. Avec Samuel Comblaise, nous évoquons toute la situation complexe que nous traversons avec justement ces images qui sont visibles pour des très jeunes ou des très jeunes qui vont aller diffuser des photos d'eux ou des images ou des vidéos d'eux même sur les réseaux sociaux. Bonjour Ornella. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors vous avez 25 ans, vous êtes étudiante en psychologie, Ornella, et vous avez envie de réagir au sujet. Je vous écoute. On vous écoute. Alors oui, moi je sais que je suis très active sur les réseaux sociaux. Il y a de ça quelques années, je suivais bien sûr beaucoup d'influenceurs, surtout pendant l'adolescence où on est en quête d'identification et on essaye de s'identifier un peu à des personnes plus ou moins connues. Alors maintenant, c'est vrai que j'en suis plus parce que l'âge fait qu'on évolue et qu'on a envie d'autre chose, heureusement. Maintenant, il y a un nouveau fléau. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est des nouveaux réseaux sociaux en fait où on peut vendre des photos. C'est des sites comme Mime et OnlyFans, bien sûr. où malheureusement en fait c'est normal de t'en parler. Des personnes sur Twitter, des adolescents qui, pour se faire de l'argent de poche, proposent de vendre leurs photos de pieds ou d'autres parties intimes. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que les influenceurs, parce que la plupart des influenceurs ont ces réseaux sociaux-là, où en fait ils essayent de vendre un abonnement, comme par exemple un abonnement Spotify ou autre, quoi, pour pouvoir vendre des photos intimes. Et c'est normalisé par ces personnes-là qui sont suivies par des dizaines de milliers d'adolescents. Et en fait, c'est vraiment normalisé aussi que vendre des photos, c'est rien ou c'est pas grave, quoi. On peut expliquer qu'OnlyFans et Mime, qui sont effectivement les plus connus, c'est des plateformes, c'est des réseaux sociaux en fait sur abonnement payant, donc tout le monde ne peut pas y avoir accès, ce qui limite quand même un petit peu l'accès des adolescents, puisqu'il faut quand même avoir un peu de ressources. Les prix des abonnements sont variables, mais il faut quand même mettre la main à la poche. Et c'est des plateformes effectivement sur lesquelles on peut avoir accès à des images sexualisées, sexuelles, dénudées, et
donc qui sont tarifés. Donc on peut montrer alors des photos de son sexe, mais aussi des photos de ses pieds ou de ses mains qui peuvent pour certaines personnes représenter une photo intéressante sexuellement. Et qu'est-ce que vous estimez que ça ne devrait pas être accessible à des adolescents? En fait, moi, ce qui me dérange, pas accessible, le souci, c'est que, comme sur les sites pornographiques, des fois, il suffit juste de cliquer, avez-vous plus de 18 ans, quoi. Et du coup, quand on clique sur oui, on a accès directement au site. Là, l'avantage, c'est que c'est vrai que OnlyFans et Mime, c'est les sites les plus connus. Je pense qu'il doit en exister d'autres. C'est que c'est des sites qui sont payants, donc forcément moins accessibles aux adolescents, mais c'est le fait que tous ces influenceurs soient suivis par des tonnes d'adolescents et que du coup ils font leur pub, je sais pas comment on appelle ça, ils font leur pub pour essayer de vendre, leur promotion pour essayer de vendre leurs photos à des adolescents. Ils font aussi des codes promo. Je trouve que c'est embêtant parce que voilà, l'adolescence, forcément on est en quête de plein de choses et que c'est un peu de l'argent facile, quoi, parce que pas mal de personnes. Alors je sais pas si les créateurs de contenu doivent avoir plus de 18 ans pour vendre leurs photos, ou s'il faut des justificatifs comme des pièces d'identité pour pouvoir s'inscrire en tant que créateur de contenu. Sachant que légalement maintenant c'est 15 ans par la rapport... majorité numérique, oui. Alors ça ne veut pas forcément dire que du coup tous les services sont accessibles à partir de 15 ans, mais effectivement depuis quelques jours maintenant les parlementaires ont fixé l'âge de 15 ans pour fixer l'âge de cette majorité numérique à partir de laquelle on pourrait avoir accès à un certain nombre de droits, mais aussi de devoirs. Les choses sont en train de se mettre en place et on verra ça dans les prochaines semaines. Donc voilà, donc c'est vraiment cette facilité en fait à accéder à des images pornographiques. Mais Ornella, vous avez raison, et c'est malheureusement pas nouveau, et je crois que ce qui s'amplifie, et c'est en ça que ça devient quand même une vraie question de société sur laquelle on devrait tous se pencher, c'est que de plus en plus les jeunes entre 12 et 15 ans sont de plus en plus livrés à eux-mêmes en quelque sorte, et c'est ça la vraie. Mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? En même temps, on peut pas interdire Internet, voilà. Et l'argent devient aussi de plus en plus le moteur de toutes les nouvelles technologies. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que la seule solution, c'est en amont, informer et encore informer. Oui. Mais vous avez été choqué, vous avez subi comme ça des agressions virtuelles Alors moi, oui, ça m'est arrivé. Même à mes 20 ans, des personnes qui m'ajoutaient sur Snapchat et qui m'envoyaient sans même me connaître. Enfin, voilà. Voilà, une photo de son sexe, quoi. Donc c'est même à 20 ans, c'est très c'est choquant, quoi. Ce qu'on appelle des dick pics, donc c'est le fait de recevoir des photos de sexe en érection d'hommes qu'on ne connaît pas. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Ça, et je me suis toujours posé la question comment ces personnes-là arrivaient à trouver mes pseudos Snapchat. Parce que souvent, quand on ajoute sur Snapchat, il y a marqué ajouter par fonction de recherche. Donc, mais on est là, je vais me permettre, parce que je crois que c'est quand même important, même si, tant pis si je passe pour une vieille ringarde, moi j'ai souvenir, il y a très longtemps, d'avoir vu un mec qui ouvrait son imperméable avec son pénis à l'air, et je devais avoir peut-être 14-15 ans, j'en sais rien, et je reconnais que oui, ça m'avait un peu impressionné.
Donc c'est quand même quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, ça. C'est arrivé une fois. Peut-être ce qui change aujourd'hui, c'est qu'avec Internet, la personne peut l'envoyer. Attendez, je suis pas en train de comparer. Non. Je dis juste que c'est quelque chose qui malheureusement existe et que, à part l'information, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. C'est juste pour ça que je prends cet exemple-là. Si on m'avait informé, j'aurais été moins choquée quand j'ai vu ce sexe en érection. Voilà. Mais bon, après, j'en suis pas morte et je me suis pas suicidée. On est bien d'accord. Ornella, merci de votre témoignage. On continue. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir réagir. C'est un sujet, c'est un sujet qui nous concerne tous et c'est important qu'on en parle. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, on va parler de tout à fait autre chose dans ce Love Conseil. Samuel Comblès, pour changer un petit peu comme ça, il faut donner un petit peu de respiration, de légèreté, je sais pas. En tout cas, je vais vous parler de la thérapie des 3 M. C'est une thérapie qui s'adresse plutôt aux femmes, quoique. En fait, les 3 M, ça représente la muqueuse, le muscle et le mental. Et c'est vrai que pour mieux comprendre ce qui ne va pas sexuellement, eh bien, c'est pas mal de partir de ces 3 M. Donc, on va d'abord vérifier s'il y a un problème de muqueuse. Par exemple, on peut avoir une mycose, une vulvodynie, donc ça fait mal. Voilà. Ensuite, on va parler du muscle, et tout particulièrement du périnée, mais pas que. Il peut y avoir un peu de vaginisme. Et ensuite, on va passer au mental. Et quand on vérifie bien ces 3 M, si je puis dire, sexuellement, en général, on sait un petit peu mieux d'où vient le symptôme et on peut avancer et libérer un symptôme sexuel. Voilà, donc c'était. Il n'y a pas de méthode pour les hommes. Si, c'est pareil, muqueuse, muscle, mental. On peut utiliser la même chose, c'est ça. Donc c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Mais c'est quand même plus souvent, reconnaissez-le, Samuel Comblès, les femmes qui ont des difficultés, des petites douleurs ou des petites choses sexuellement que les hommes, même si ça arrive. On avait fait une émission justement sur ce sujet et on avait en effet des hommes qui avaient des douleurs au moment de relations sexuelles. Alors, nous avons Muriel maintenant qui est avec nous, toujours sur ce sujet. Qui est très 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 complexe, Samuel Comblès. C'est pas simple d'être parent et c'est pas simple d'accompagner les jeunes et le numérique est dans nos vies, est arrivé très rapidement, donc on n'a pas beaucoup de recul non plus, il faut le dire. Donc là l'idée c'est de réfléchir ensemble et d'essayer de trouver les meilleures des solutions, sachant qu'il n'y a pas la bonne solution, mais voilà de peut-être proposer aux parents de se poser des bonnes questions, ce qui déjà apporte des réponses et malheureusement il n'y a pas une réponse universelle, chacun fait comme il peut avec je dirais c'est sa propre éducation, ses propres problématiques, ses contradictions. L'idée en tout cas au final c'est que les enfants puissent traverser cette vie numérique et arriver à l'âge adulte de la manière la plus sécurisée et tranquille possible. Et je voudrais juste réagir un tout petit peu parce que je sais bien qu'il y a forcément un petit peu on tire un peu à boulet rouge sur la pornographie, etc. Si on recule d'un siècle, c'était pas mieux pour alors les enfants étaient peut-être très protégés de tout ça, mais ça faisait pas des adultes plus épanouis, et ça faisait pas des adolescents qui sexuellement rentraient dans la sexualité plus librement et plus tranquillement. Exactement. Et avec moins de difficultés. Bien au contraire. Donc soyons quand même clairs sur ce sujet. Et disons aussi que tous les enfants ne font pas n'importe quoi, bien au contraire sur Internet, et qu'il y a quand même une majorité de gamins et d'adolescents qui utilisent les outils numériques avec beaucoup de maturité, avec une certaine prudence et avec des parents qui sont capables de pouvoir en parler. Donc les choses progressent, mais comme le numérique va très vite, il faut que nous aussi, en tant qu'adultes et en tant qu'association de protection, on puisse arriver à avoir la même vitesse. Bonjour Muriel. Oui, bonjour à tous les deux. Je vous appelle par rapport justement, je suis maman d'un grand maintenant qui a 22 et d'une fille, d'une ado qui a 19. Alors du coup, des problématiques différentes selon le genre aussi. C'est vrai que ma vigilance, elle est beaucoup plus importante, elle était plus importante sur ma fille. Est-ce que c'est pas par rapport au fait que ce soit une fille? Après, mon garçon qui a 22 ans, le numérique était certes installé dans la famille, mais d'une
manière moins, enfin, c'était plus cadré, c'était moins développé. Il a eu déjà le portable en troisième, donc déjà ça aussi, hein, il y avait beaucoup plus de cadrage, je pense, que ma fille qu'il a eu en quatrième. Déjà, pourtant, il y a que 3 ans d'écart. Hein. C'est là où on voit à quel point ça s'accélère. Hein. Ouais. Exactement. Là, on a déjà vu une évolution des demandes, des besoins, l'effet de groupe aussi, hein, à l'école, voilà. Donc du coup, malheureusement, on n'a pas tenu par rapport à son frère, on n'a pas tenu jusqu'en troisième. Voilà. Donc déjà là, on a lâché un petit peu, et puis voilà. Donc déjà, alors est-ce que c'était par rapport, je sais pas, par rapport au fait que ça soit une fille aussi, on avait peur de l'extérieur, mais bon, c'est une valeur refuge, hein, là encore, hein, voilà. Donc on a pu constater une évolution aussi, hein, en 3 ans. Alors est-ce que c'était le fait, comme je dis, que ça soit genré aussi, je sais pas, il y avait plus de méfiance pour les filles. Quand elles sortaient en ville, il y avait voilà. Donc alors sur certains points, on sait à quel point les jeunes filles sont beaucoup plus ont beaucoup plus de risques d'être harcelées, agressées que les garçons. Déjà parce qu'elles s'exposent plus que les garçons sur les réseaux sociaux, ça c'est une réalité aussi mathématique. Voilà, hein. Plus on s'expose, plus on a de risques. Et puis c'est vrai que malheureusement être une fille est plus à risque sur le plan du harcèlement que d'être un garçon. C'est terrible, mais c'est vrai. C'est ça. Voilà. Alors peut-être par rapport à mon histoire aussi, moi j'ai été agressée en étant ado. Donc je crois que je voulais tout verrouiller pour ma fille, mais malheureusement il y a des choses qui m'échappent, tout ce qui est internet, réseau. Vous lui avez dit ça, Muriel? Je lui ai nommé, mais elle n'a pas entendu quand je. Ah bah si vous lui avez dit, elle l'a entendu. Après, elle n'a pas eu envie de rentrer dans la communication, mais elle l'a entendu. Si vous lui avez dit, c'est bien. C'est bien de dire à sa fille quand on a vécu ce genre de choses, pour qu'il n'y ait pas justement du transgénérationnel qui s'en mêle. Tout à fait. Et du coup, alors j'avais tendance à la surprotéger. Hein, elle en souffrait, et c'est pour ça que je l'ai nommée aussi, hein, de manière à expliquer. Oui, mais vous avez eu raison. C'est normal. Vous avez vécu ça. Vous n'avez pas envie que votre fille le vive, donc vous surprotégez. C'est des réactions tout à fait normales. Oui. Après, on fait ce qu'on peut. Hein. Exactement. Voilà, c'est ça. Et donc, vous nous disiez que vous lui avez donné son premier téléphone portable quand elle était en quatrième, c'est ça ? Oui. Alors que... Donc, plutôt que celui de votre fils, on est d'accord. Parce que quand on vous écoute, on pourrait se dire, donc du coup, vous lui avez donné en seconde à votre fille. Et en fait, non, vous étiez plus inquiète et vous lui avez donné plus tôt. Oui, il y avait la pression des camarades. C'est ça. Aussi, activité sportive aussi, qui faisait que elle était obligée de nous attendre dans la rue. Donc, c'était pour nous, hein, je pense que là aussi on s'est volé un peu la face, hein, un moyen plus sécure aussi d'avoir un lien avec elle, voilà. Donc je regrette d'ailleurs vis-à-vis de son frère, parce que je pense que déjà ils n'ont pas été sur le même, ils n'ont pas été comment dire, ils sont pas partis du même endroit tous les deux, quoi. Mais ils sont arrivés au même endroit, ils ont l'air, enfin. Oui. Ça a l'air d'aller aujourd'hui. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, 19 ans, elle a tendance à dépendre beaucoup de ses réseaux, et elle en a vraiment besoin. Elle est très dépendante. Quand vous lui avez donné son téléphone, vous vous souvenez de ce que vous lui avez donné comme recommandation ? Alors que ça servait justement à nous appeler, que c'était juste pour communiquer, et que par contre on voulait avoir un regard dessus, que ça, s'il y avait quelque chose qui se passait, avec des images qui apparaissaient, donc elle n'avait pas WhatsApp, on avait verrouillé pas mal au départ. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'elle vous appelait avec son téléphone ? Pardon ? Est-ce qu'elle vous appelait avec son téléphone ? Oui. Ah, parce que souvent les ados, la dernière chose qu'ils font, c'est appeler leurs parents avec le téléphone. Alors que ça rassure les parents de savoir qu'ils peuvent être appelés, mais souvent les ados ne le font pas. Mais donc votre fille faisait. Alors au départ, aujourd'hui à 19 ans, on a les réponses de jour après, quoi. Si on veut essayer de communiquer. Voilà. Parce que vous disiez qu'elle était ado, mais à 19 ans, elle est adulte, si je peux me permettre. Ah oui. Alors justement, aujourd'hui, oui. Alors aujourd'hui, elle est partie du foyer, elle fait les études, mais malheureusement, elle dépend énormément de tous ces sites-là, et je trouve que le libre arbitre, alors quoique elle se dit grande et mature, et elle en a aucun, et du coup, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur, parce que c'est une génération qui dépend. C'est fou. Non, mais ce qui est fou, Muriel, c'est qu'à la fois ils sont
10 000 fois plus informés, ils échangent, etc. Et ils sont quelque part presque coincés. Moins matures que il y a 30 ou 40 ans, quoi. C'est étonnant quand même, hein. Comment? Non, c'est surprenant. Et du coup, moi, j'ai fait... je sais pas pourquoi. Vous avez une idée? Je pense que les sources d'information sont moins diversifiées peut-être que ce qu'on avait auparavant et que c'est ce qu'on appelle l'enfermement algorithmique. C'est-à-dire que Internet va vous proposer des contenus qui vont dans le sens de ce que vous croyez et de ce que vous appréciez. Les réseaux sociaux sont construits comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que votre fille est fan de ces réseaux. C'est qu'on lui apporte du contenu qui lui donne du plaisir. Si ça ne lui faisait pas plaisir, elle arrêterait. Donc on va s'enfermer après dans des contenus qui sont pas forcément diversifiés en termes d'information ou qui ne développent pas notre esprit critique, mais qui vont avant tout satisfaire celui ou celle qui les regarde. Et c'est comme ça que le succès de ces réseaux sociaux va en grandissant. Ça les aide pas à grandir, vous voulez dire? Je n'irai pas jusqu'à là. Ça leur donne en tout cas une impression d'être informés. C'est vrai qu'aujourd'hui les jeunes ne regardent plus la télévision ou la presse écrite ou des livres et se tournent vers les réseaux sociaux, considérant que c'est une source effectivement fiable et entendable pour pouvoir s'informer. Mais je dirais qu'à la limite, si déjà ils regardent ça, c'est déjà pas mal, parce que je pense qu'il y a pire encore que ceux qui regardent trop les réseaux sociaux, c'est ceux qui ne s'informent pas du tout. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui ne s'informent plus du tout, qui ne vont même pas sur les réseaux sociaux ou sur des sites adaptés pour pouvoir trouver de l'information. Et je pense que c'est ceux-là les plus à risque, parce que quand on est un peu informé, au moins on sait un peu quels sont les sujets actuels, on peut quand même en débattre avec ses amis, on peut avoir quand même son propre avis, même si on est alimenté par des informations qui vont toujours aller dans le sens de ce que l'on croit. Mais je pense qu'il y a un vrai problème avec les jeunes qui sont même pas désinformés ou mal informés, c'est ceux qui ne sont pas du tout informés et croient qu'on en croit. Il y en a beaucoup qui le sont. Pas informé. Oui, j'ai fait des recherches sur ça pour comprendre ce qui se jouait là, parce que justement je me questionnais pas mal et c'est passionnant. Il y a des bouquins qui échangent sur ça et qui écrivent sur le moi virtuel avec le stade du selfie et le stade du moi, le stade du miroir de Jacques Lacan. Et ça interpelle. Mais en tout cas, votre fille, elle vous a entendu faire de la prévention depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle est ado en tout cas, et je pense que ça, encore une fois, ça l'a construit. Peut-être que vous, de votre œil extérieur, vous avez l'impression qu'elle ne se nourrit pas sur le plan de l'information, mais je suis certain, d'abord parce qu'elle a pu vivre sans les réseaux sociaux pendant quand même une grosse partie de sa vie. Elle a été plus sans réseaux sociaux qu'avec réseaux sociaux depuis qu'elle est née, donc elle a quand même d'autres réflexes et certainement d'autres capacités de pouvoir s'intéresser au monde qui l'entoure. Et après, c'est vrai que quand on est parent, et vous le savez, il faut accepter un moment de lâcher prise et puis de les laisser faire leur petite vie par eux-mêmes. Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle est étudiante encore aujourd'hui? Étudiante et elle travaille. Donc elle aura des sources, forcément, qu'elle le veuille ou non, quand elle ira à la cantine de sa société ou quand elle sortira avec ses collègues, elle aura d'autres sources d'informations, ça va se croiser, etc. Vous n'êtes plus uniquement la seule source. Donc bien sûr que les réseaux sociaux sont peut-être pour elle aussi dans cette période un peu transitoire. Elle est, alors vous l'avez dit en plus, vous l'avez présentée comme une adolescente, elle est encore un peu entre les deux, elle n'est pas complètement adulte, et puis elle va se forger son propre esprit critique, s'informer par elle-même avec les sources qui seront les siennes, et puis voilà, vous la verrez grandir. Exactement. Merci beaucoup Muriel, en tout cas, merci de votre témoignage. On continue avec Roland dans un instant, qui va prendre également la parole et qui lui est papa de deux garçons, de deux garçons de 8 ans et de 14 ans. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors on a évidemment donné de nombreuses infos, mais Samuel Comblaise, on va juste rappeler que si vous voulez être informé, vous pouvez appeler le 3018, aide aux victimes des violences numériques, jusqu'à 21h. De 9h à 23h. 9h à 23h, on a changé nos horaires d'ouverture justement pour être encore plus disponible pour les familles, les ados qui nous appellent. Donc 9h, 23h, tous les jours de l'année sans aucune interruption. Voilà, donc c'est quand même important de rappeler sans cesse ce numéro 3018. Voilà. Roland, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Roland. Donc vous êtes papa de deux garçons, 8 ans et 14 ans, c'est bien ça? Donc oui, vous êtes en plein dans le sujet du jour.
Ouais, c'est ça, c'est justement j'écoute attentivement depuis tout à l'heure et j'ai entendu un auditeur là précédemment qui parlait de Discord. Donc c'est quelque chose qui m'a tapé un petit peu dans l'oreille parce que j'ai évidemment Mathéo 13 ans et demi qui a un PC dans sa chambre, qui a accès à Internet, à des gens en réseau. Évidemment, il a un antivirus avec un contrôle parental configuré pour son âge. Donc c'est ce qui permet déjà de, je pense, éliminer pas mal de possibilités d'accès à des contenus qui lui sont interdits. Après, à mon avis, nous on est quand même vigilants avec mon épouse, on fait attention. On sait qu'il est relativement mature pour son âge. On n'a pas forcément de tabou. On va pas discuter en famille de certaines choses qui sont relatives à des pratiques sexuelles ou mais bon, si lui en fait la demande, s'il a des questions à poser, on lui a toujours dit, on privilégie beaucoup la discussion. Et on essaye de lui faire comprendre de manière assez pédagogique les raisons pour lesquelles il faut éviter d'aller sur certains sites qui sont déconseillés aux enfants, aux adolescents, parce qu'il y a des choses évidemment qu'on ne peut pas appréhender de la même manière quand on est un ado, quand on est un adulte. Même parfois, certains contenus sont choquants. On entend que vous avez déjà bien informé votre fils depuis pas mal de temps, j'imagine. Oui. Mais oui. Surtout qu'il a on considère qu'il a, enfin, c'est pas qu'on considère, c'est qu'on s'est aperçu qu'il a une maturité assez développée et on pense que lorsqu'il pose des questions qui éveillent sa curiosité, on essaye on prend pas de pincettes, mais on essaie d'y répondre le plus simplement possible, sans tabou, sans mettre comment dirais-je Vous n'êtes pas gêné, quelle que soit la question qu'il vous pose? Non, sans gêne. C'est déjà un bon atout pour votre fils, évidemment. Ouais, en toute simplicité, on en discute. Il n'y a pas de. Mais bon, je pense que si un ado souhaite voir un certain type de contenu, de toute manière, il fera tout pour y avoir accès. Oui. Sauf qu'il saura qu'il a pas, que c'est transgressif. Voyez. Oui. Il le regardera avec un peu plus de prudence et si vraiment il supporte pas ce qu'il voit, il saura que vous êtes un interlocuteur capable d'entendre ses paroles parce que justement vous en avez parlé déjà préalablement avec lui et je trouve que ça c'est déjà on minimise l'importance de ce genre de comportement mais c'est extrêmement important pour protéger le mineur. Je voulais vous demander si vous trouvez que c'est difficile d'aborder tous ces sujets comme vous le faites là. Vous trouvez qu'il faut réfléchir avec votre épouse, que ça demande un travail préalable ou ça vient assez spontanément? Alors, en ce qui nous concerne, c'est vrai que on y répond de manière assez spontanée en général, mais on essaye d'y mettre un petit peu les formes. On n'est pas non plus, on n'y va pas avec un langage trop cru ou trop pas vous adaptez, bien sûr. Mais on essaye d'être le plus pragmatique possible en faisant en sorte qu'ils comprennent les choses à sa façon. En amont. Et à partir de quel âge vous avez commencé à évoquer ces sujets de ce qu'on peut voir sur Internet et qu'il faut pas, et qui n'est pas de son âge? Alors on n'a pas évoqué de sujet de manière très précise, mais globalement on lui a fait comprendre qu'il y avait tout un tas de contenus qui étaient inappropriés pour des jeunes de son âge, d'autant plus qu'il a son petit frère de 8 ans bientôt. Quand il avait quel âge vous avez commencé à lui parler? Aux alentours de 8 ans je crois, 8-9 ans à peu près, c'est l'âge où on a commencé à lui dire même en amont, parfois je rebondis un petit peu sur un sujet sur lequel vous venez souvent, Brigitte, c'est d'éviter d'informer les enfants que leur corps leur appartient et qu'à partir du moment où quelqu'un, un adulte ou une personne qui n'est pas de leur entourage, ou même a fortiori qui pourrait être de leur entourage, leur proposerait ou leur ferait des choses qu'ils n'apprécieraient pas,
qu'ils doivent en parler et qu'il faut pas que ce soit quelque chose de tabou, qu'à partir du moment où c'est quelque chose qu'ils n'apprécient pas ou qu'ils ne veulent pas que ce soit fait sur eux ou que leur corps leur appartient et c'est à eux, point barre. Ils ont pas donc à ce moment-là, il faut qu'ils en parlent, quoi. Faut pas que ce soit tabou, qu'ils aient peur d'en parler justement. Et vous avez raison. Et vous avez raison d'aborder les choses, même si vous avez mis en place des logiciels de contrôle parental, etc. Parce que vos voisins chez lesquels vos enfants vont peut-être jouer le mercredi après-midi n'ont pas forcément cette même prudence et c'est parfois la petite roue dans la raquette, comme on dit, qui permet que l'adolescent ou l'enfant va aller sur des sites qui ne lui sont pas réservés et vous avez l'impression que vous avez bien fait, ce qui est vrai, mais il faut se dire que l'enfant, il est autonome aussi dans ses déplacements et que parfois il peut être avec des copains ou avec des parents qui n'ont pas la même vigilance. Donc bien sûr, mettre en place des logiciels, c'est important, et puis de continuer à agir en prévention et en dialoguant, c'est aussi très important. Ouais, je pense que tout passe par le dialogue en amont. Et ensuite, on peut en pratique faire de la démonstration après par la suite, mais bon, avant tout c'est le dialogue, je pense. Exactement. Et vous avez tout à l'heure parlé de Discord. Vous êtes un spécialiste de Discord. Vous savez manier Discord avec beaucoup de dextérité. Alors moi non. Par contre, je suis déjà dépassé à ce niveau-là depuis mon fils. Lui a déjà installé tout un tas de logiciels qui ont fait des choses un peu bizarres sur son PC. Donc il m'a demandé d'enlever certains malwares, certains trucs un peu bizarres. De temps en temps, je contrôle un petit peu justement l'historique comme le précédent auditeur là tout à l'heure. Et c'est vrai que jusqu'à présent, à moins qu'il soit plus malin que je ne le pense et qu'il efface lui l'historique, mais à ma connaissance, en tout cas, je n'ai jamais vu quelque chose qui puisse me faire penser qu'il va sur des réseaux sur lesquels il n'aurait pas le droit d'aller. Très bien. Et en tout cas, je m'attendais à ce que vous me disiez que vous n'y connaissez rien. Et je dirais que c'est pas grave. Rien dire pour Discord, absolument pas. Mais c'est très bien. Mais on n'a pas besoin d'être un spécialiste d'un sujet pour pouvoir en parler à nos enfants. D'abord parce que vous pouvez apprendre de vos enfants. Et s'ils sont spécialistes de Discord, faites-vous expliquer comment ça fonctionne. Et vous aurez forcément des moments où vous allez réagir en disant, là, je trouve que tu réagis pas forcément comme je le souhaite avec ton petit camarade. Là, il faut faire peut-être un petit peu attention. Là, la manière dont tu admets des copains sur ton réseau social et dans ta communauté, il faut peut-être être un petit peu plus prudent. Et bien sûr, techniquement, vous serez dépassé et c'est pas grave. Votre enfant peut vous expliquer. Par contre, vous pouvez lui expliquer, je dirais, le bon sens que nous avons adultes et que nous pouvons avoir parce que nous avons l'expérience de vie, ce que les enfants n'ont pas. Et voilà. Donc c'est un message un peu général que je lance de se dire, on n'a pas besoin d'être un spécialiste des jeux vidéo, on n'a pas besoin d'être un spécialiste des réseaux sociaux pour faire de la prévention avec les enfants. Les enfants nous expliquent et puis on réagit tout simplement. Avec bon sens. Exactement. Absolument. Juste dernière question, Roland, votre fils donc a 14 ans, le plus jeune 8 ans, vous voyez déjà une différence entre les deux ? Ah oui, complètement, parce que le plus jeune, Thomas, 8 ans, lui, c'est surtout les vidéos YouTube. Alors, on a un historique de vidéos YouTube impressionnant, c'est quelque chose de phénoménal. Il peut voir jusqu'à 80 vidéos YouTube si on l'arrête pas d'affilée. Mais là où on est un peu plus vigilant, c'est surtout sur le contenu que son frère regarde, qui ne serait pas forcément adapté pour lui. Et là, oui, on voit nettement que déjà le plus jeune de 8 ans s'intéresse de plus près à des jeux comme Fortnite ou des jeux un peu plus violents auxquels il n'aurait pas le droit de jouer, avec lesquels il joue malheureusement. Mais bon, c'est là où on voit comment ça s'accélère et c'est d'où la nécessité réellement de réagir, quoi. De parler et puis de sensibiliser le grand au fait que le petit forcément l'admire parce que c'est le grand frère et qu'il a envie de faire comme lui parce que c'est le grand frère et qu'il faut qu'il soit vigilant lui-même pour être protecteur pour son petit frère quand il regarde des vidéos sur YouTube. Merci beaucoup Roland, d'avoir réagi. Merci Samuel Comblet, je crois qu'on a passé beaucoup d'informations. Si vous en avez encore besoin, vous appelez le 3018 où vous allez sur e-enfance. De toute façon, vous aurez forcément des gens qui pourront vous aider. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Demain, on sera avec Stéphane Clerget et on évoquera les kilos émotionnels. Pourquoi on grossit, on maigrit comme ça parfois alors qu'on mange pas plus, on mange pas moins.